si tu sais vendre, dans la vie, en fait, t'auras jamais de problème, entre guillemets. Tu te rends compte que le mec il a un problème, toi t'as une solution, salut, ça s'appelle une vente. Motivation versus Et discipline. dire, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une question de motivation. En fait, t'as eu le soutien, toute la base, tu vois, le minimum pour dire vas-y, maintenant crée ton histoire. Bienvenue Alexis, merci de me rejoindre sur ce podcast pour le tout premier épisode de mon podcast, donc La Capsule. Donc La Capsule, c'est un podcast qui est dédié donc à l'entrepreneuriat, qui s'adresse à tous les entrepreneurs qui veulent tout simplement s'inspirer, apprendre d'histoires d'autres entrepreneurs. Rejoignez-nous, rejoignez le podcast. Il y aura des invités qui seront tous exceptionnels. Le premier est ici aujourd'hui, donc je suis vraiment ravi de l'accueillir ici. Alexis, c'est donc avant tout un ami qui a un beau parcours entrepreneurial qui m'inspire beaucoup. On a beaucoup de discussions business et je me suis dit que tout simplement partager tout ça à la caméra avec des auditeurs, ça pourrait être quelque chose de top. Donc Alexis, je te laisse te présenter. Merci Sariam, très honoré de démarrer cette aventure avec toi. Rapidement, donc Alexis Capel, je suis français, j'ai 31 ans. Je suis pharmacien de formation. Je suis passé par plusieurs facultés différentes avec un peu d'international. On s'est retrouvés à Marseille. J'ai complété ma formation avec un background en business. Ensuite, je me suis orienté dans l'industrie pharmaceutique, puis dans le conseil et finalement dans l'entrepreneuriat. Okay. Ce qui est la raison de notre échange aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce genre de contenu, je suis très consommateur aussi, donc j'espère que j'arriverai à apporter de la valeur. Et il y a pas mal de sujets à aborder, je sais pas par lequel tu veux qu'on commence, est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans un sujet ou... L'idée, c'est de rentrer comme assez rapidement, comme je te l'ai dit, sur la partie entrepreneuriat. Mais si tu peux rapidement détailler peut-être tes expériences pro et même ce que tu aimes un peu dans la vie, je veux dire, qui est Alexis Capel ? Ok. Quelles sont aussi tes passions Ok. Ouais, histoire de comprendre le personnage. Okay. Ensuite, avant de rentrer dans l'entrepreneuriat et ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Ok. Il y a un point, en fait, ce qui je pense est assez important et qui est assez rarement mentionné, c'est l'environnement familial, qui conditionne en fait un peu la manière dont on va se construire. Moi, je suis convaincu que soit on se construit dans la ligne de sa famille, soit on se construit en opposition en fait. Et dans mon cas, c'est un petit peu des deux. Moi, mes deux parents étaient fonctionnaires. Donc plutôt averse au risque. Ouais. En revanche, ils m'ont toujours beaucoup poussé pour que je fasse plein d'activités, sport, je faisais du tennis, mais avant je fais un peu de judo, j'ai essayé plusieurs choses, je fais de la musique, etc. Donc un truc un peu complet. Ils m'ont plutôt éduqué dans un état d'esprit où on n'est pas dépensier, mais par contre on va faire des vacances régulièrement, donc être assez ouvert d'esprit. En fait, ça joue un rôle assez important pour la suite. Enfin, je m'en suis rendu compte en fait après, c'est toujours pareil, quand on est dedans, on se dit machin, on est toujours un petit peu à critiquer, puis en fin de compte après on se rend compte de l'impact que ça a avec le recul. Et donc le premier point, c'est que en fait c'est un point qui m'a beaucoup structuré, c'est le fait qu'on déménage plusieurs fois en France. Moi, je suis né en Normandie, donc ma famille historique, on va dire, en Normandie. En fait, quand j'ai eu 7 ans, on est parti en Vendée. Et en fait, quand t'as 7 ans, c'est pas facile d'arriver dans une région où tu connais personne. T'as tous tes petits copains à l'école, etc. Donc, il faut que tu refasses ton cercle d'amis. 7 ans après, on a rechangé, on est allé à Nantes. Et en fait, petit à petit, c'était quelque chose qui m'excitait de changer d'environnement et d'être challengé. Et d'aller dans un environnement différent. Typiquement, j'ai fait mon lycée, j'étais dans le public avant, j'ai choisi d'aller dans un lycée hyper sélectif, hyper catho, alors que je suis pas du tout catho. Et ça m'a ouvert à des gens qui étaient complètement différents. Et il y a toujours une phase, et ça je le retrouve partout, et je pense qu'on en parlera, mais il y a toujours une phase de démarrage qui est un peu dans la souffrance. Tu comprends pas. T'as un peu une phase de... Très souvent, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais dans un écosystème, j'arrivais un peu en haut de l'écosystème, en tout cas c'est ce que je croyais. Et je me forçais ou je changeais d'écosystème inconsciemment. Et là, je me rendu compte que j'étais le dernier, quoi. Ouais. Et en fait, systématiquement, ça me forçait à me remettre en question et à me prendre des claques en permanence. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le lycée, ensuite la fac, et puis la fac au bout d'un certain moment. Donc je suis parti, j'ai fait la fac de pharma à Nantes, première année, première PACES qu'il y a eu en pharma, donc études communes. En parallèle, en fait, je sortais pas mal puisque je faisais de la musique, j'étais DJ, j'avais mon label, j'organisais des soirées dès le lycée en fait. Ouais. Donc j'ai commencé un peu à mélanger les genres quand je suis arrivé en pharma, j'ai fait un peu des deux, j'ai fait un peu des événements, un peu des études. Bon, du coup les études ça se passait moins bien.
Pas mal de désillusions aussi, on en reparlera peut-être, mais le système éducatif français pour moi, il y a plein de choses à revoir. Mais il y a aussi plein de choses qui sont très bonnes. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à redoubler ma 2e année. Je suis parti à l'international en 3e année, je suis parti en Italie. Oui. Quand j'ai fini mon passage en Italie, donc je parlais italien, donc j'étais hyper content. Je me suis rendu compte que c'était un truc que j'aimais beaucoup, apprendre des langues, et où j'avais plutôt des facilités. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai pas voulu revenir à Nantes. Je suis parti à Marseille. Changement de décor. On s'est rencontrés, changement de décor complet, ouais. Et hyper content de ce choix aussi. Pareil, ça a été assez difficile en arrivant. T'as aucun repère, t'as aucun ami, etc. Mais tu recrées, tu découvres des gens, et donc c'est génial. Et rebelote, je faisais pas mal la fête, je faisais pas mal de soirées à cette époque-là. Et donc du coup, redoublement. Et donc j'étais un peu dans une phase où je me suis même posé la question de partir, de continuer vraiment dans la musique pleinement. Ok. Parce que je me sentais pas bien dans mes études de pharmacie. Ok. Je fonctionne pas mal à la douleur, en fait. Quand ça fait mal, c'est que t'as encore envie, donc faut continuer, tu vois. Non, mais je suis assez d'accord sur ce principe-là. Et c'est ça un truc qui vient du sport, quoi. C'est d'apprendre à se dépasser. Ouais, je pense. C'est que pas tout le monde, j'ai remarqué que pas tout le monde peut-être ont besoin de ça pour avancer, chacun à sa manière. Exactement. Mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, je suis typiquement comme ça. Et bah ouais, comme tu le dis, toi aussi, t'es comme ça. Ouais, le sport, c'est quelque chose d'hyper important. En tout cas, qui moi m'a forgé quand j'étais petit, qui m'a appris à avoir le goût de l'effort. Et donc changement d'environnement un petit peu régulier, un peu d'international. Commencé à avoir quelques stages dans l'industrie pharma. J'ai essayé plusieurs formats dans différentes villes, des toutes petites boîtes où j'étais très proche du boss. C'était ma première expérience. Ça m'a beaucoup forgé. Quand j'étais en stage à Monaco, j'habitais à Nice. Hyper intéressant de se retrouver au contact d'un entrepreneur, en fait. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ok. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est possible, quoi. C'est pas si compliqué que ça, tu vois, d'avoir quelqu'un qui a monté sa structure, qui a un peu créé les règles de son propre jeu, quoi. Ouais. Plutôt que y obéir. Et moi, je trouvais ça assez grisant, parce que j'étais assez frustré par les règles qu'on m'imposait dans le système éducatif. Ok. Et ensuite, passage dans des boîtes un peu intermédiaires ou un peu plus grandes. Ouais. Et donc découvert différents écosystèmes, plus ou moins corporate, plus ou moins politiques. Ça m'a permis de voir en fait ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et ensuite passage à l'ESSEC où je me suis beaucoup épanoui. Où en fait j'ai vraiment compris que bah là ça y est, je faisais un truc qui m'intéressait. Ok. Qui était faire du business et interagir avec les gens, etc. D'accord. Là où les trucs fondamentaux, la chimie, etc. C'était vraiment pour moi c'était dur. Ok. Ouais, je comprends. C'était lourd. Ouais. Ouais, ça, en arrivant à l'ESSEC, tu as vu d'autres opportunités qui s'ouvraient à toi. Ouais. Et en même temps, tu avais acquis un certain bagage avec la partie pharma, le côté santé, qui reste des études, je pense, intéressantes, mais c'est sûr qu'après, des fois, pour se projeter ou rester que dans la théorie, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est la fac aussi, c'est la différence avec peut-être des écoles d'ingé ou des écoles de commerce. Moi, je vois les profils qui sont complètement différents. Comme toi, je me suis retrouvé à l'ESSEC. T'as des mecs qui viennent d'ingé, de Sciences Po, c'est génial. et la manière de réfléchir, elle est complètement différente. Ouais. Et ils sont vachement, par exemple les ingés, je trouve qu'ils sont beaucoup plus opérationnels que nous. On aime la théorie, on est dans le confort entre guillemets dans la théorie. Exactement. Quand il faut passer à l'action, c'est un peu plus plus compliqué. dur. Ouais, mais complètement. Mais c'était vraiment intéressant. Et c'était un peu une situation, comme je te disais avant, c'est être en pharma, j'étais bien, c'était confortable, etc. Et en fait, à partir du moment où je commence à être dans le confort, en général, il faut qu'il y ait un électrochoc. Et le passage dans une école de commerce qui, au départ, je pensais que c'était pas pour moi parce que dans le public, on nous dit que c'est pas pour nous, que c'est pas des carrières pour nous, que c'est mal, etc. Bah, en fait, en allant tester, on arrive et on découvre un autre monde, d'autres opportunités. Et on redémarre un peu du bas, quoi, parce qu'on voit des gens qui ont des codes différents, qui sont complètement comme un poisson dans l'eau, qui connaissent ces codes-là depuis qu'ils sont tout petits. Je pense à tous les gens qui viennent de grandes familles, par exemple, en France, qui ont vraiment des codes depuis le début. Et bah, du coup, tu réapprends. Et ça te met une nouvelle facette, en fait. Tu découvres une nouvelle facette. Et tu tentes un nouveau truc, tu vois, ça te plaît ou pas. Et donc, voilà.
Ouais, le côté diversité de parcours, le côté international. Le côté plus, en fin de compte, ça formate beaucoup une école de commerce parce que le but c'est que tu sois un manager, pas un entrepreneur. Ouais. Mais je pense un truc qui a vraiment été un point important, c'est tout simplement mon premier cours à l'ESSEC quand je suis arrivé. Donc là, il faut imaginer toute une promo de jeunes entre 20 et 25 ans qui arrivent dans une école réputée en France, machin. Donc tout le monde est un peu aux anges. Et là, on arrive et en fait, on s'installe dans l'amphithéâtre avec nos petits sacs et c'était un cours d'entrepreneuriat. Ouais. Que j'avais pas... j'avais choisi ça. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que le prof ou parce que le parcours, donc je trouvais ça intéressant de changer un petit peu, de trouver quelque chose, d'aller tester une matière que j'avais pas avant. Et en fait, on se dit, ok, bon, ça va être intéressant, on va faire on va étudier des grosses boîtes américaines, des trucs comme ça, on va nous apprendre à entreprendre, on va être le roi du monde, parce qu'on est plus intelligent que tout le monde. Donc, je veux dire, s'il y a des mecs qui montent des boîtes, c'est nous, quoi. Et donc, le mec nous met à l'amende tout de suite. Il nous arrête, il nous dit, non, en fait, n'oubliez pas que vous êtes des débiles et que c'est surtout pas vous qui allez être capable de monter des boîtes. Ouais. Et il nous donne tout un tas d'exemples. Typiquement, j'ai un exemple que j'ai en tête. Il nous parle il a écrit un bouquin, d'ailleurs, qui est super intéressant. Sur l'entrepreneuriat et les différentes formes d'entrepreneuriat en fait. Ok. T'as le titre du livre ? Non, je l'ai plus en tête. Je pourrais te le retrouver. Tu nous as dit le prof c'est Fabrice Cavaretta. Cavaretta, ouais. ok. Je crois que c'est... Je sais plus. Bon, j'essaierai de retrouver. Ouais. Et en fait, il parle de différentes formes d'entrepreneuriat et celle qui pour lui est la plus importante et qui d'ailleurs est vraiment très forte et très bonne pour les Français, c'est tous les métiers d'artisanat. Et les métiers de bouche et les métiers d'hôtellerie parce qu'en fait on se rend pas compte en France mais on a un niveau excellent et qui est très reconnu et donc typiquement les meilleurs entrepreneurs c'est le mec qui est boulanger en France qui est pas reconnu, qui se barre en Asie, il a un petit côté un peu entrepreneur, il commence à faire un petit prêt, il monte une première boutique et puis en fait le gars 10 ans après il a 200 boulangeries et il a un business qui fait 100 millions quoi. Ouais, okay. Et ça c'est des mecs sérieux quoi, qui savent monter des business et qui donc n'ont pas été formatés, alors qu'à l'inverse des gens qui sont formatés ils vont être cadres dans des grosses corporates, des L'Oréal, des Total, etc. Et ils vont apprendre à faire ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils connaissent les codes en fait. Ouais. Un boulanger pourrait pas travailler chez Total parce qu'il connaît pas les codes, il sait pas comment s'habiller, il sait pas comment parler. Tout le monde le regarderait de travers alors que ça se trouve il est très intelligent quoi. Et donc du coup ça c'était intéressant au début. Et petit à petit le fait d'échanger avec des gens qui avaient vraiment des backgrounds super différents, comme tu disais, des avocats, des ingés, des mecs qui ont fait des études de bio, veto, il y avait beaucoup de profils différents, des internationaux. Ça, c'était intéressant. Et un des points intéressants, je pense aussi, en tout cas qui m'a structuré, c'est quand c'était le fait de voir qu'on était autant d'étudiants à l'ESSEC et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment l'ESSEC a vraiment un écosystème, on va pas faire trop de pub pour l'ESSEC, mais même si je les adore, mais qui a un écosystème d'associations qui permet, on va dire, une sorte de cohésion sociale entre les étudiants. Ouais. Et sur tous les sujets. Il y a 250 assos, le sport, le machin, la nationalité, etc. Et il n'y avait rien sur la santé. Au sens vraiment santé, life science. Alors qu'il y a, si tu fais les maths, à peu près 10-15% du PIB, c'est de la santé. Donc, tu as à peu près 10-15% des gens qui travaillent de façon directe ou indirecte dans la santé, que ce soit dans du conseil ou dans, les cliniques ou des pharma. Et donc, je me suis dit, il y a encore un problème, il va falloir que je m'y colle. Donc, du coup, je me suis rapproché d'un autre étudiant et on a monté une asso qui représentait les étudiants en santé, l'ESSEC. Donc c'était un peu ma première petite expérience entrepreneuriale. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait là dès le début, on n'est pas encore sur monter un business ou quoi que ce soit, mais tu as au moins ce côté ou cette réflexion de te dire ah tiens, je vois ce qu'il y a autour de moi, je vois ce qu'il n'y a pas. Pourquoi pas lancer le truc, essayer de lancer un projet sur ça. Ouais. Donc on est typiquement dans l'idée de c'est trouver sa niche si je fais le parallèle pour l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Et puis c'est te dire en fait, il y a un côté un peu ego trip parce que tu te dis ok, il y a un problème, moi je vais réussir à le résoudre. Ouais. Donc il y a un peu ce côté-là. Mais il y a aussi le côté et en fait
la réalité, elle est plutôt de ce côté-là. C'est qu'il y a un problème, mais il n'y a personne qui le résout. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent. Ils continuent à avancer comme ça, ils voient pas forcément qu'il y a le problème d'ailleurs, ça peut être le premier truc, et où ils ont pas envie de le résoudre. Et en fait, l'entrepreneuriat pour moi c'est ça, c'est juste de se dire il y a un problème, moi je pense qu'il y a une solution, bah je développe la solution, tu vois. Ouais, ok. Et en fait la définition d'entrepreneuriat pour moi c'est ça, hein, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Tu vois, je sais pas, il y a un mec qui a soif, tu te dis ok, bah je pourrais aller vendre de l'eau, bah t'as une boîte, tu vois, t'as pas besoin de faire un truc avec de l'intelligence artificielle. Et ça, tu as cette réflexion, peu importe, parce que là, on est dans la situation où il n'y a personne. C'est-à-dire que donc il n'y a pas, à l'ESSEC, il n'y a pas déjà une asso Life Science. Non. Mais après, dans l'entrepreneuriat, tu peux quand même être confronté au problème, enfin, à la situation, je veux dire, où il y a déjà quelqu'un qui résout le problème, mais tu peux te dire, moi, je vais faire mieux que ça. Ouais, exactement. Ou je vais le faire différemment, je sais pas, ça dépend de l'angle d'attaque que... Ouais, bah en fait, et ça, c'est la majorité des entrepreneurs, en fait, c'est... Parce que... Enfin, c'était une phrase de Cavaretta, c'était de dire... puis c'est en lien avec le film de Facebook, c'est de dire qu'en fait, une idée n'a aucune valeur, tout ce qui compte, c'est l'exécution. Ouais, ok. Moi, c'est mon motto, c'est les idées ne valent rien. Tu parles avec un mec qui dit, ouais, moi, je veux monter une boîte, le gars, il dit, j'attends, j'ai pas encore l'idée. Bah tu attends toute ta vie mec, parce qu'en fait l'idée il y en a pas, c'est tu te mets à bosser, tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne et en fait les idées tu les as en avançant et petit à petit tu l'améliores. Et c'est une des fausses routes de l'entrepreneuriat parce que on a un peu une pop culture américaine qui nous dit la super idée de Facebook, Google qui révolutionne le monde, etc. Mais en fait c'est des outliers, c'est pas du tout la norme. La réalité c'est une innovation incrémentale, ou se mettre en niche, ou se spécialiser, ou juste, notamment pour le service, faire la même chose mieux. Ouais. Et donc là, tu as des milliers d'angles. Tu vois. Et ça, c'est un sujet qui est... Le sujet de l'idée, pourtant, c'est le premier truc qui revient. C'est un non-sujet. Ouais, et pourtant, comme tu dis, c'est un non-sujet. Ouais. Alors que je pense que c'est vraiment limite le premier point de blocage pour tous ceux qui veulent entreprendre. Enfin, quand je dis entreprendre, c'est juste des personnes qui peut-être ont marre de leur boulot de salarié ou de situation, qui ont envie juste de tester quelque chose, mais se disent par quoi je commence. Et en fait, peut-être qu'il faut juste commencer. Exactement. Et après, tu vois si ça te plaît ou pas. Et voilà. Mais ça, en fait, tu t'en rends compte après. Mais du coup, comment justement, parce que tu dis, c'est difficile, donc... l'idée, c'est un non-sujet. Ouais. Mais il y a quand même un moment où tu dis ok, je vais aller résoudre tel problème. Enfin, peut-être que c'est ça en fait la question, c'est pas de se dire ah tiens j'ai une idée, c'est de se dire ah tiens il y a un problème et comment je peux le résoudre. Je sais pas comment tu vois les choses. Ouais, bah c'est d'identifier, si on repart pour faire la chronologie sur le truc de l'ESSEC, c'est que souvent ça peut venir aussi d'une frustration personnelle que tu as rencontrée soit en tant que entre guillemets utilisateur, client, ce qui était mon cas pour ma boîte, soit tu vois quand j'étais étudiant, en fait moi ça venait aussi de la pharma, de l'environnement, des études de pharmacie qui mettaient pas du tout en valeur les métiers, donc je savais qu'il y avait une diversité très forte, mais c'est pour ça que j'ai fait pharma au début. Dès le début j'ai voulu faire pharma pour faire un parcours école de commerce business. Ok, toi dès le début tu savais ça. Ouais, parce que ma sœur est pharmacienne, elle a 50 plus que moi, et donc en fait quand j'étais au lycée, je savais déjà que je voulais faire pharma parce que je parlais avec des mecs qui avaient fait pharma HEC. Okay. Et donc je savais exactement que c'était ça, que je voulais pas faire d'officine et que je voulais pas, parce que les parcours en pharma, donc il y a officine, pharmacie de ville et pharmacie industrielle, qui est plus peuvent être des carrières techniques ou business. Et moi je savais déjà que je voulais aller dans la troisième branche. Donc dès le début, moi dans ma tête, je voulais faire pharma, HEC, L'Oréal, c'était ça le truc. Et ça, je trouve, ce qui est bien, en fait pour moi, tu vois là, de ce que j'entends, c'est de se dire ok, le meilleur truc que tu as dit, c'est de dire ok, j'ai parlé à des gens. Enfin, j'ai parlé à des gens en fait. Et je pense que c'est comme ça que tu te retrouves, tu as des idées, tu peux avoir cette envie d'aller justement à l'ESSEC, HEC, ou même de n'importe quel parcours, hein, peu importe l'école ou quoi que ce soit, mais ça te donne une vision. Moi, je suis parti en pharma. Ma seule raison, c'est que j'aimais la chimie. Je me suis dit, j'aimais la chimie, j'avais le choix entre prépa, physique, chimie, ou je me dis pharma, il y a de la chimie. Bon, prépa, il y avait trop de physique, j'ai fait ok, je pars en pharma. Tu vois. C'était aussi radical que ça. Et j'avançais de manière beaucoup plus incrémentale à tâtons. Je me dis, ah tiens, tant qu'il y avait quelque chose qui pouvait continuer à m'ouvrir des portes, ce que je voulais, c'était juste pas me fermer de porte, j'avançais. C'était un peu ça, tu vois, mon idée, mon parcours. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, le fait de continuer à faire quelque chose qui t'ouvre des portes aussi, parce que tu vois il y a des gens, ils se disent moi j'aime bien ce job là, je suis fait pour ça, je vais faire ça, tu vois, ils se posent même pas la question de se dire on va garder des portes ouvertes.
Et pour faire la transition, la grosse différence justement entre une carrière pharma qui est un peu technique, où tu te dis ok, je vais être pharmacien, je vais faire un job toute ma vie, qui pour moi ça m'angoisse. Quand tu rentres dans une école de commerce, ça t'ouvre un panel. Non, Moi, clair. dès lors que tu vois que toi, je pense que c'était pareil, dès lors que tu rentres dans une école, tu te dis ok, en fait, potentiellement, demain, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que, en tout cas, je me sens capable. C'est peut-être plus ça que vraiment. En fait, tu t'autorises parce que tu sais que maintenant c'est possible. Je sais pas, il y a un côté égo, il y a un côté social, tu vois, de te dire, genre moi demain, je sais pas, je peux aller monter un hôtel en Australie, tu vois. Rien à voir avec mon business parce que je sais qu'en fait, du coup, j'ai le background. Même si ça se trouve, je vais démarrer, je sais rien faire, tu vois. Mais je pense que ça, pour moi, le plus gros truc, c'est le côté curiosité, tu vois. Parce que j'ai envie de te dire. Même le fait genre d'aller monter un hôtel, ok, ben si t'as fait une école de commerce, ça peut t'aider, tu vois, à comprendre certains principes de finance, gestion, etc. Mais derrière, je me dis, en soi, n'importe quelle personne peut le faire. Qui veut se former, elle va rencontrer des personnes auprès de qui aller chercher de l'information et savoir comment faire. Mais je pense que le point de départ de tout ça, c'est la curiosité, parce que même quelqu'un qui va en école de commerce, qui va pas s'informer. Je pense qu'il va pas forcément justement pouvoir faire ça. 200%, complètement d'accord. Et c'était le sujet de l'asso Allesec, c'était de dire en fait les étudiants n'ont pas accès à l'information. Les métiers sont pas assez valorisés. On leur parle il y a quelques boîtes qui sont capables d'assurer leur promotion, donc les big pharma. Et en fait, il y a des dizaines de carrières. Et moi, ça me frustrait à titre personnel. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on a monté l'asso. Et donc il y avait plusieurs trucs, c'était de faire rayonner les secs, donner des opportunités de networking, faciliter l'entrée sur le marché du travail. Mais c'était aussi mettre en lumière des jobs qu'on trouverait pas forcément. Donc les métiers d'investissement, le côté un peu entrepreneuriat, les histoires d'incubateurs, le conseil, la banque, la pharma, la biotech, la medtech, donc élargir le scope des possibilités. Et en fait, donc première petite expérience, pour en revenir à notre sujet, qui m'a permis de structurer un peu ma pensée, d'interagir avec des gens, etc. Où du coup on a fait beaucoup de choses, ça a duré un peu plus de 2 ans, on était entre Paris et Singapour, on faisait pas mal d'événements avec pas mal de boîtes différentes, c'était super, c'était vraiment top. En même temps je travaillais chez Servier en business development et en même temps j'avais mes cours, donc c'était un peu chargé, mais très intéressant. Et en fait moi ça m'a permis de façon très égoïste d'accéder à tous ces gens-là. Et de commencer, je l'avais déjà un peu en tête, ça c'est un skill que j'ai appris en étant DJ d'ailleurs. Le skill du networking. Parce que, tu vois, on pense toujours, je sais pas, le mec qui est banquier, qui fait du golf le week-end, et c'est comme ça qu'il ramène les deals. Bah, en fait, oui, il y en a. Mais quand tu dois aller dans un club de musique, passer la soirée avec les gens, finir tard, discuter avec eux... t'es dans le dur en termes de fatigue, t'es pas au meilleur de ta forme. Et le but, c'est que tu networks avec des gens qui sont un peu inaccessibles parce qu'ils sont dans des milieux un peu obscurs, ils sont dans des milieux où c'est des petits milieux, les gens se connaissent tous, tu vois, les boîtes de nuit, ce genre de trucs. Donc toi, pour te faire ton petit trou, te faire connaître et avoir des dates, bah, ça m'a vachement formé en fait. A posteriori, je me dis c'est un skill de malade que je me suis fait en faisant quelque chose de complètement différent, tu vois. Mais moi, c'est vrai que c'est une des, on va dire, qualités. Je pense que c'est une des qualités où si on dit, ok, Alexis, c'est quoi sa force ? C'est clairement, je me dis, ok, c'est le networking, tu vois. Et je sais que moi, c'est clairement un truc que je développe. Le podcast, justement, pour moi, ça fait partie un peu de ce cheminement où je me dis, le networking, il faut que je le développe. Et c'est clairement, je le vois comme une opportunité d'apprendre auprès, tout simplement, de tous mes invités qui passeront dans ce podcast. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel. J'adore parler et discuter, tu vois, par exemple de sujets entrepreneuriat. Mais c'est un effort pour moi d'aller, tu vois, démarcher les gens, d'aller se dire, ah tiens, mais rien n'est naturel etc. tant que t'as pas commencé, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu le fais et en fait après tu vois, t'es jamais bon à un truc que t'as jamais fait. C'est sûr. Donc faut que tu le fasses, que tu te mettes dans le dur et après tu le fais 100 fois ou 1000 fois et après tu te dis, ah putain, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. Ouais, mais ça c'est clair. Mais c'est toujours comme ça. Super outil le podcast. Mais c'est vrai que c'est pas comme tu as dit, c'est pas naturel, mais le networking c'est vraiment un truc sur lequel il faut en fait travailler et se forcer, se mettre dans le mal, que tu sois bon ou pas dedans. Et les gens ils l'oublient peut-être trop. Quand je dis les gens, c'est
Des gens qui sont focalisés sur leur carrière, qui vont rentrer dans une boîte, ils vont se focaliser sur leur carrière à l'intérieur de cette société, donc ils vont potentiellement faire un peu de networking à l'intérieur. Et encore, ils vont pas forcément comprendre tous les départements, comment ça interagit. Et en fait, quand ils se font virer ou qu'ils doivent changer de carrière, ils se rendent compte que... Enfin, ils savent pas trop où aller. Mais pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, parce qu'en fait, il y a certainement plein de jobs qui pourraient coller avec leur parcours, mais parce que tout simplement, ils connaissent pas d'autres personnes ou d'autres boîtes, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de se documenter, tu vois, on revient à la notion de curiosité, quoi. Non, c'est clair. Et donc, et ça, je trouve que c'est vraiment un des trucs qui nous manque. Moi, quand j'ai monté l'asso, je vais clôturer après sur ce sujet-là, mais l'asso, j'ai regardé en fait entre guillemets les compétiteurs ou les gens qui faisaient des choses similaires, c'est-à-dire faire rayonner des écoles sur des secteurs santé. Ok. Et en fait, tout de suite, tu vois que c'est les Américains qui sont au top, quoi, comme d'habitude. Ouais. Parce que plus de moyens, parce que business first, parce que moins de politique. Et en fait, toutes les boîtes sont ultra visibles, les mecs ils ont des opportunités et ça va beaucoup plus vite, quoi. Il y a moins de réflexion. Et c'est ce que je voulais un peu amener aussi, donc j'espère qu'on en a amené un petit peu. J'ai l'impression que quand même, tu vois, le truc ESSEC, le club ESSEC Life Science, franchement, ça a pris une belle ampleur. Quand même. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, tu vois. On a créé, je pense, une petite marque. Après, la difficulté, ça a été la pérennité, parce que quand tu montes quelque chose, que ce soit un asso étudiante en l'occurrence, ou une boîte, on ne pense pas souvent, mais la pérennité, c'est clé. Et l'asso, tu as une problématique de renouvellement, ou quand tu n'es plus étudiant, tu n'as plus le droit de rester, etc. Mais donc ouais, parenthèse asso très très intéressante. Premiers apprentissages du networking, complémentarité du parcours scientifique avec du business. Et commencer à comprendre qu'en fait, un des trucs qui me faisait vibrer, c'est d'être exposé à des gens plus haut niveau que moi. Ok. Je pense qu'il y a une part d'ego de se dire ok, je suis capable de parler avec un mec qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur des sujets que je maîtrise pas, et d'être considéré en quelque sorte. Et ça a été hyper important parce que quand je suis rentré en même temps en école de commerce, donc j'avais une histoire d'alternance. Le principe de l'alternance, c'est qu'en gros une boîte finance ta formation, plus te donne un salaire, en échange de quoi tu travailles. En l'occurrence, nous c'était 1 an full-time, équivalent en full-time sur 2 ans. Et au début, moi, je suis rentré chez AstraZeneca, quelques jours après que leur cours de bourse dévisse, suite, je crois que c'était à l'annonce du rachat manqué de Pfizer, il me semble. Et en fait, je me suis retrouvé dans une filiale France, qui était très franco-française, ça parlait pas anglais, donc il me manquait la dimension internationale. J'étais pas du tout exposé, j'étais avec une manageuse qui avait fait le même taf pendant 5 ans. Et je me sentais pas du tout exposé à des gens assez hauts. Enfin, le plus haut, c'était le directeur de BU, et en fait, on lui parlait pas parce que le mec était injoignable. Okay. Et le taf était répétitif, dans un environnement infernal, une tour à la Défense. Et là, j'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, assez rapidement, j'ai commencé à péter un câble, et je me suis retrouvé en process dans d'autres boîtes, en l'occurrence Servier. Et je me souviens, quand Servier m'a dit oui, littéralement, j'étais au téléphone avec mon manager et je suis remonté dans la tour, j'ai fait ok, je me casse. C'est voilà, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne resterai pas, quoi. Et ça, c'est bien, ça, je me dis, c'est plus pour les étudiants ESSEC. Ouais. C'est possible de faire ça, du coup. Exactement. En alternance. C'est-à-dire, si t'es pas bien dans ton alternance, tu peux clairement dire, bah ok, en fait, j'arrête ça et je vais chercher autre chose. Ouais, hyper important. En ayant trouvé autre chose. Je pense, c'est pas juste dire j'arrête et j'attends que ça me tombe dessus. Ouais. Non, il faut mais tu vas chercher l'opportunité. Exactement. Si t'as quelque chose pour remplacer, c'est top. Ça montre que t'es proactif. Pas juste que t'as pas envie de bosser, quoi. Et moi, l'école m'a beaucoup soutenu, le CFA, parce qu'en fait, dans plein d'écoles, pas que l'ESSEC, il y a des CFA qui s'occupent de ça. Okay. Et ils m'ont vraiment soutenu. Ils m'ont dit ce qui compte, c'est que tu trouves ce que tu veux, quoi. Ce qui t'intéresse. Parce qu'en fait, il y a plus de postes d'alternance que de candidats dans nos backgrounds, dans nos doubles backgrounds. D'accord. D'ailleurs, hyper intéressant l'alternance sur des formations de 2e cycle versus en France, c'est souvent quelque chose qui est pour les métiers techniques. Et moi, je trouve que c'est vraiment le truc où tu apprends le plus. Enfin, ça n'a rien à voir. Moi, ça a été un accélérateur de carrière. Ça m'a permis de rentrer derrière sur une position plus élevée que si j'avais juste fait l'école.
J'ai vraiment appris beaucoup, j'ai vraiment développé un réseau. Enfin, j'étais comme un full-time employé. Puis ça finance ta formation aussi. Ouais, absolument. Oui, en plus, ouais, bien sûr, complètement. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas possible dans tous les métiers. Moi, je le vois dans le conseil que j'ai fait. Ouais. C'est vrai que quelqu'un qui est pas là, qui est là seulement à mi-temps, Faire des sur blocs du de 6 mois. conseil, voilà, où on a des projets qui vont durer entre 3 et 6 mois, c'est dommage, mais c'est assez compliqué, tu vois, d'intégrer ces personnes-là. Je pense que avec une formule flexible, tu peux faire des blocs de 6 mois, projet, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire un programme adapté. Mais ouais, moi je recommande vraiment à tous ceux qui peuvent le faire de faire une alternance. C'est vraiment un truc. C'est de vraiment, en fait, de combiner des expériences pro en même temps que tu te formes. Que ce soit. Tout simplement, en fait, ouais. Peu importe. Ça peut être un stage, un truc l'été, ça peut être un truc le soir, ça peut être monter un site de e-commerce en parallèle. En fait, c'est juste s'exposer au monde professionnel quand tu es étudiant. Ça donne une maturité énorme. Il y a quelques mois, j'ai eu une stagiaire chez nous qui était pharmacienne et qui avait 7 expériences pro. Elle avait une maturité mais incroyable par rapport à d'autres profils, tu vois, qui juste se contentaient d'aller au cours. Et en fait, la réalité qu'on nous dit pas, c'est que quand tu rentres dans une boîte, on te recrute pour que tu résolves des problèmes. C'est vrai. Et pas pour que tu sois un bon élève et que tu viennes à l'heure. Enfin, surtout pas sur des métiers de service. Non, c'est clair. Et en fait, tu apprends plus en travaillant le soir dans un petit truc au coin de la rue, une cafétéria ou quoi, parce que tu vas apprendre à parler aux gens, à gérer les clients mécontents, à fermer le rideau du truc, que à être bon en cours, tu vois. C'est vrai. Et la fac, pour ça, la complémentarité école business et pharma, c'était pas mal. Et donc voilà, donc je me retrouve embarqué en alternance chez Servier en business development. Donc là, je découvre un nouvel écosystème. Je suis en fait vraiment dans une position où mon network, c'est mon job. C'est-à-dire que j'ai pas de... Enfin, je suis junior évidemment, mais en fait, mon but, c'est de comprendre comment la boîte fonctionne et de faire des liens entre les différentes fonctions et ou d'aller chercher, et surtout, ça c'est important, de regarder les boîtes à l'extérieur. Donc en fait, je me suis construit petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience, une culture des boîtes et des secteurs qu'il y avait aux alentours. Donc en fait, mon job continue à me pousser dans cette direction de dire renseigne-toi, sois curieux. C'est pas juste, encore une fois, en connaissant juste les gens qui sont dans le couloir que tu peux avancer. Mais ça, j'ai l'impression que au final, c'est quelque chose que tu as toujours fait. Enfin, le côté aller voir à l'extérieur, voir ce qui se passe à l'extérieur. Tu me disais pour Essec Life Science, c'est d'aller voir ce que faisaient les Américains. Donc, c'est quelque chose que tu as toujours eu un peu en toi, ou du moins que tu as développé et tu as pris la curiosité et le temps de faire ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, tu as raison. Je sais pas si c'est naturel ou c'était les jobs qu'ils demandaient, mais ouais, c'est un truc qui me passionne. Et ensuite est venu le moment de finir les études et de rentrer dans la vie professionnelle. C'était une période... il faut que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'était une période où je travaillais énormément. Et pour la petite histoire, j'ai fini mon alternance une semaine après le Covid, le confinement. En fait, j'ai jamais fait le pot de départ. Ah, d'accord. Et j'ai encore des affaires dans mon bureau. 3 ans et demi. Tu penses qu'ils les ont gardé ? C'est possible, en souvenir. Non, mais donc, du coup, j'ai dû chercher mon premier job pendant le Covid. Premier confinement, donc vraiment le moment où on se doutait pas du tout ce qui allait se passer. Donc, moment d'incertitude. Et je me souviens d'ailleurs d'une présentation que j'avais fait sur mon parcours à la fac de pharma, où j'ai retrouvé la présentation l'autre jour, où j'avais un peu la liste des parcours que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'avais dit, ok, bon, ça m'intéresserait de faire, ça m'intéresserait de faire, etc. Et moi, j'avais toujours été passionné par les gradués de programme qui étaient proposés en pharma, qui permettaient d'aller voir. Je m'en rappelle que quand on était chez Pierre Fabre tous les deux, en stage, je me rappelle qu'on avait discuté de ça et que tu me parlais pas mal de gradués de programme à l'époque. J'étais un fou, j'avais un Excel qui suivait tout, j'avais déjà commencé à échanger avec des gens qui avaient fait ces gradués de programme-là, je connaissais la durée. Mais tu vois, rien que là, quand tu es en stage, tu me dis, ah tiens, là, il y a telle personne, lui, il a fait un gradué de programme, elle a fait un gradué de programme. Donc déjà, tu avais ce côté, je vais cibler tout le monde, regarder ce que les gens font, etc. Non, mais je pense que c'est une force, hein, sérieusement. Ouais, après, tu pourrais te dire, ça te fait perdre ton focus et du coup, tu vois. Au moins, je pense que tu vois beaucoup de choses, tu vois, tu as quand même une vision de ce qui se fait, de tout,
tout le champ des possibles, tu vois. Ouais. Et je pense que plus tu vois de choses qui sont possibles, plus tu te dis, ok, ben moi aussi, je peux aller faire ça, quoi. Exactement. Ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je pousse pour que les gens s'exposent un maximum à plein de sujets. Parce que tant que tu sais pas que ça existe, il n'y a aucune chance que tu t'orientes vers ça. C'est clair. Et donc ensuite, donc premier job, c'était une période, pendant le Covid, en fait, c'est une période un peu compliquée où je me suis retrouvé à faire des hackathons et des compétitions d'entrepreneuriat. Enfin, des compétitions, tu sais, ces petits programmes de 24 heures, etc. Et à cette période-là, grâce au fait que j'ai monté l'asso, j'avais été enrôlé dans un programme Global Biotech Revolution, un truc de l'université de Cambridge au UK. Je me rappelle. Et j'étais tout content, j'avais communiqué dessus et tout, j'étais tout fier. Et en fait, ce truc-là, c'était un autre point de networking énorme, en fait, dont je me suis rendu compte après, parce que j'ai encore eu un événement avec eux l'année dernière, où en fait l'idée c'était l'université de Cambridge subventionne avec des sponsors une asso qui a pour vocation de faire émerger des talents de la biotech en les aidant et d'où qu'ils viennent. Et donc on était 100 à être sélectionnés dans le monde et moi j'étais le seul français. J'étais hyper content et tout s'est fait online. Donc on avait un espèce de programme avec pas mal de cours en ligne, avec des super speakers, des mecs qui étaient Nobel Prize en chimie de Cambridge, des brutes aux US, enfin vraiment du monde entier, hyper intéressant. Et où le pitch c'était de dire on vous donne des problématiques, essayez de résoudre une problématique. Vous créez une petite équipe et on avait 3-4 mois pour mettre en place ces trucs-là. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, ce qu'on avait monté, ça ressemble un petit peu à la boîte que j'ai montée. C'était, je sais plus, on avait appelé ça je sais plus comment on dit le phare en anglais, mais le pitch c'était un phare qui éclaire et qui était capable de faire le lien entre les VC, les incubateurs, les entrepreneurs, les scientifiques pour un petit peu faciliter la création d'entreprises en santé. Et donc, fonctionnement en équipe, fonctionnement full remote, exposition internationale, profil super différent. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et au fil des aiguilles, pendant que je faisais ça, je postulais à des jobs. Et moi, mon seul critère, c'était de postuler hors France. Il y avait une raison par rapport à ça ? Ouais, je voulais pas rester en France. Tout simplement. T'avais un pays en tête de base ? Ouais, je regardais beaucoup les US. Parce qu'en santé, c'est clairement le premier pays au monde. Puis j'ai un truc, j'ai l'impression que tu regardes quand même beaucoup ce qui se fait au niveau des US, même quand nous on parle en termes de podcast ou quoi que ce soit. C'est la référence. Ça, c'est pareil. C'est une critique facile, mais je trouve que les Français regardent que la France, quoi. Alors que c'est pas le centre du monde. C'est en allant à Singapour que je me suis pris une claque là-dessus. C'est qu'en fait, quand tu vas en Asie, tu te rends compte que l'Europe, ça n'existe pas, quoi. Le centre du monde, c'est l'Asie. Les mecs sont en avance sur tout. Ils ont toutes les nouvelles dernières technologies. Tu reviens en Europe, t'as l'impression d'être au Moyen-Âge, quoi. Et le poumon économique du monde, c'est les US, quoi. Surtout en santé. Enfin, je veux dire, 50% des investissements en santé dans le monde, c'est Boston. Enfin, c'est hallucinant, quoi. La concentration. Et pour la tech, c'est pareil. Pour la finance, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut regarder ceux qui sont meilleurs. Sinon, tu apprends pas, quoi. Et donc, petit focus. En tout cas, j'étais très intéressé d'aller aux États-Unis pour les raisons qu'on vient d'énumérer. Je regardais aussi d'autres choses en Europe. Pays nordiques, j'ai eu une phase où j'étais très très fan des pays nordiques. Toujours été fan de Novo Nordisk. Content que ça se passe bien pour eux récemment, même si c'est pas pour les bonnes raisons. Et en fait, rien à voir. En fait, j'étais en procès, je crois, en business development chez Lundbeck à Copenhague. Donc un truc un peu mid-size pharma, un poste un peu corporate. J'étais en procès dans un fonds en Belgique, Elsker, qui vendait, c'était un fonds public, je crois. Enfin, hedge fund. Et j'étais en procès chez Alira, qui était à l'époque encore petite. C'est vrai. Sur la partie transaction advisory, donc un petit peu qu'on pourrait appeler la banque d'affaires en quelque sorte. Donc l'achat, de la vente de sociétés ou l'intermédiation sur les process de vente. Et c'était complémentaire à ce que j'avais fait chez Servier, qui était donc du business development et de la recherche de contrats et d'extension de portefeuille à travers de la mise en place de partenariats avec d'autres sociétés. Et en fait, excellent fit
encore une fois, et en fait, a posteriori, je m'en rends compte, avec le fondateur, Ok. qui était donc entrepreneur, Benjamin Chambon, qui me dit ah bah ouais c'est super, j'adore ton profil et tout, donc super fit au téléphone. Je me dis c'est incroyable un mec qui a une boîte de cette taille là Ouais. qui soit aussi accessible et tout. Je me dis moi je veux travailler pour lui quoi. Ouais, je comprends. C'est toujours le drive, tu sais, soit t'es motivé par une société, une brand equity, enfin la valeur de la société, soit vraiment Ouais. t'as quelqu'un qui te motive. Mm. Et je pense que c'est la personne qui te motive qui te fait rester ou partir. Ah ouais, non, ça, je suis entièrement Tu vois. d'accord avec toi. Et ce qui est marrant, je crois que c'était... Il me semble que je l'avais eu au téléphone. C'est possible. C'est possible parce que... en tout cas, c'était un mec qui était haut placé chez Alira, Ouais. que j'avais eu au tel justement pour un stage. Ouais. Et moi, pour mon stage, j'avais le choix, soit entre Alira, qui me disait va à Barcelone, Ouais. et AEC, du coup, qui me faisait rester à Paris. Ah, donc on a failli être ensemble à Barcelone. On a failli être ensemble. Et au final, moi, je suis parti chez AEC. Mais je crois que il me semble que c'était peut-être cette personne-là Ah, c'est qui m'avait possible. appelé. Ah ouais. ouais, c'est quasi sûr. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais à l'ESSEC, je m'étais fait recal Ouais. de Alira. J'avais Ok. déjà postulé en stage, Ok. c'est-à-dire sur les premiers process. Ouais. Et je sais plus par quel moyen, je me demande si c'est pas toi qui m'avais envoyé une opportunité chez Alira ou qui a envoyé CV à Possible. quelqu'un. Et là, pour le coup, c'est Alira Espagne, parce que c'était chez Alira France que j'ai été. Ouais. Qui m'avait recal. Ouais. Mais Alira Espagne, du coup, m'appelle pour je sais plus comment, et je me dis j'avais eu cette opportunité, tu vois. Ce qui est marrant que sur une même boîte, tu peux ne pas rentrer par le processus classique, Ouais. mais en fait, si tu connais quelqu'un, tu as quelqu'un qui fait passer ton CV ou autre, en fait, sur une autre filiale, tu peux rentrer. Complètement. Et Les portes sont jamais vraiment fermées. Non, on en revient au point networking. Ouais, complètement. Tu vois, si tu connais les gens, que les gens te font confiance, en fait, ça accélère. Et parfois, c'est juste que la HR, elle a vu ton CV vite fait, elle l'a sorti, tu vois. Ou parfois, c'est parce que ça colle pas avec la France, parce qu'en ce moment, la France, ils ont pas assez de clients, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou, tu vois, donc c'est plein de raisons. Donc, faut persévérer là-dessus. Ouais. Mais donc, ouais. Alira, Ouais, Espagne. Espagne. Et donc, moi, je suis plutôt team Italie. Je déteste l'Espagne, en fait. Ok. Donc, je parlais italien très bien à l'époque. Et anglais. Pourtant, j'avais fait espagnol au lycée. Et en fait, il me dit bah oui, viens avec moi. Enfin, viens avec moi, je vais pas aller avec lui, mais je veux dire, viens à Barcelone quelques mois. C'est là où on va monter notre centre Conseil Europe. Et une fois que tu es à peu près formé correctement, on t'envoie aux US pour développer le BD à Boston, en VIE. Donc je vais à Barcelone. Et là, c'était un peu pour ça que j'avais pris je m'en rappelle. que j'avais pris le contrat. Et donc j'arrive un peu à Barcelone, je découvre la ville, l'Espagne, etc. Et en fait, on était toujours en confinement. Et très rapidement, Trump annonce le gel des visas aux US. Et donc du coup, opportunité suspendue pour Boston. Ouais. Donc là, je me dis, ok, je vais rester en Espagne. Ça fait 4-5 mois, j'ai pas du tout prévu de rester. Je fais que de parler anglais, j'ai qu'une team internationale, donc j'ai pas du tout appris l'espagnol. Dès que j'essaye de parler avec un espagnol, je lui réponds en italien. Donc c'est l'enfer. Et puis, donc, du coup, je repasse en conseil en stratégie. Ok. Donc au début, j'avais un mix Transaction Advisory et BD. Et après, je passe en conseil en strat et ça se passe pas très bien. En fait, je suis pas trop à l'aise de faire des slides, c'est pas trop mon truc. Je pense que ça manquait d'interaction en fait, à y repenser. Ouais. Je suis plus à l'aise en BD d'interagir avec les gens. Je pense que quand tu débutes dans un cabinet de conseil, notamment sur les premières étapes, t'es pas forcément en interaction. Même si tu peux avoir des entreprises qui sont pas verticales mais horizontales, mais en termes d'exposition client ou quoi que ce soit, des fois, ça prend toujours un peu de temps, quoi. Ouais. Et c'est sûr que tu as moins d'interaction que dans un poste BD, par exemple. Ça, c'est clair. Ouais, exactement. J'en parlais encore ce midi là, avec un consultant. Il me disait, dans le conseil, il y a trois jobs. En fait, le premier, c'est le job de consultant de delivery. Ouais. Le deuxième, et en fait, à chaque fois, entre les trois, tu as une espèce de période d'adolescence où tu te rends compte que c'est très compliqué de passer. Consultant delivery, ensuite tu passes manager, et donc tu arrêtes un peu le delivery, et après de manager, tu passes à partner, qui est un autre job qui est du BD en fait. Et du coup, j'allais pas travailler pendant 12 ans pour seulement dans 12 ans faire du BD, tu vois. Ouais.
Et en fait, d'ailleurs, Benjamin m'avait proposé à cette période-là, il m'avait dit qu'est-ce que tu préfères, parce que j'étais en sous-performance. J'arrivais pas vraiment à gérer ce que j'avais à faire. Il m'avait proposé qu'est-ce que tu préfères faire, choisis, je te laisse le choix. Tu veux continuer en BD, tu veux faire du transaction advisory, tu veux faire du conseil. Et moi, le BD, naturellement, j'y arrivais bien. Je voyais que j'avais bonnes interactions quand je faisais des meetings business, ça répondait bien, que ça me donnait de l'énergie. Et je me suis dit, non, je vais pas faire ça parce que c'est la solution de facilité, encore une fois. Je vais aller faire du conseil, le truc qui m'embête le plus. Qui me fait du mal, ouais. Qui me fait du mal. Et en fait, du coup, ça m'a forcé à arrêter. En fait, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté à l'IRA. D'accord. C'est que j'ai fait un truc qui, au bout d'un moment, m'intéressait plus. Ça et le fait que la boîte change de stature et devienne vraiment une très grosse boîte avec des changements d'organisation. Ça a fait que j'étais moins en contact avec le manager pour lequel j'avais rejoint la société. Bah, ce qui est bien, c'est que aussi, ça t'a montré ce que tu n'aimais pas faire. Exactement. Ce qui est pas toujours facile à trouver. Ouais. Alors, c'est très difficile des fois de savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on veut pas, ce qu'on aime faire. Ouais. Mais trouver ce qu'on ne veut pas faire, ben, c'est déjà, je pense, une très bonne chose. Ouais. C'est une question que je pose toujours en entretien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans mes questions d'entretien, on a un call de screening et en fait, le deuxième call, c'est... j'ai 3-4 questions clés. La première, c'est quelles sont tes aspirations à 5-10 ans, qu'est-ce que tu voudrais apprendre de manière un petit peu plus large pour éviter dans le truc bateau, où est-ce que tu te vois, etc. Le deuxième, c'est qu'est-ce que tu aimes faire sur la base de tes expériences. Et le troisième, c'est qu'est-ce que tu aimes ne pas faire. Ok, et souvent, les gens sont pas préparés pour cette question-là. Et ils refusent de dire des trucs qu'ils savent pas faire parce qu'ils ont peur que ça les mette dans une situation de difficulté. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, c'est hyper important parce que c'est beaucoup plus simple derrière pour savoir quoi leur proposer, quoi leur donner à faire. Et donc, ouais. Apprendre, en fait il faut se forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire pour comprendre que ça te plaît pas et que t'es pas fait pour ça ou que c'est pas ça qui te fait vibrer et tu vas pas mettre assez d'énergie, t'auras pas l'énergie pour tous les jours te lever et faire ça, quoi. C'est ça. Donc après la question c'est toujours de savoir quand est-ce que tu t'arrêtes. Est-ce que tu t'arrêtes quand t'as mal, donc du coup parfois ça peut être trop tôt, ou est-ce que tu t'arrêtes au bout d'un moment parce que t'as considéré que t'as mis assez d'efforts pour potentiellement avoir un résultat mais que tu l'as pas et donc ça veut dire que t'es pas fait pour ça. Mais ouais. C'est sûr, parce que quand tu t'arrêtes il y a aussi la notion d'abandonner. Donc quand t'es un minimum, par exemple t'es compétiteur, t'as jamais envie d'abandonner en fait, tu vois. Et tu peux toujours voir des parcours, je sais pas, d'autres personnes dans l'entreprise qui performent bien. Tu te dis putain pourquoi lui il performe bien et moi je suis pas au niveau, donc il faut que je rattrape et je m'acharne. Donc peut-être que pour certains la bonne réponse c'est de continuer à s'acharner et d'autres en fait la bonne réponse c'est juste arrête, fais autre chose. C'est ça. Parce que tu vois, moi l'exemple de mon alternance dans la tour et tout, tu aurais pu me dire c'est bon, force-toi 2 secondes, c'est un truc qui est assez facile, tout le monde travaille dans une tour, tu vois. Et ça c'est un peu la voix des parents en général, c'est un peu la voix de la raison qui te dit force-toi quoi. Parce qu'eux ils sont forcés à faire des trucs très souvent. Et puis il y a le côté sécurité, enfin ça dépend encore une fois je pense pour le coup là d'où tu viens. De l'histoire de tes parents, tu vois, où chacun a son histoire qui est différente, mais où il y en a le premier message qu'on te dit quand tu rentres dans la vie pro, même quand tu vas faire tes études, c'est de te dire c'est la sécurité. Chope un CDI et au moins, entre guillemets, t'es tranquille, tu vois, et t'as pas de risque. Mais ce qui est normal parce que eux, ils ont vécu une histoire où ils étaient jamais en sécurité financière ou autre. Donc, exactement. Je pense que c'est un peu aussi l'histoire de notre génération, enfin nos parents et nous. En tout cas, je pense dans les pays occidentaux, il y a une énorme augmentation du niveau de vie. Une augmentation du niveau d'études, les parents ont donné beaucoup pour leurs enfants globalement, sont pas mal sacrifiés, ce que nous on qualifierait aujourd'hui de conservateurs ou de trop suivre, de trop faire des choses qui sont attendues, d'être trop routinier. Non, et en fait, clair. nous, à l'inverse, c'est pour ça que notre génération se construit parfois un petit peu en opposition, quoi. On se dit, j'ai pas envie d'être comme eux, moi, la routine, non, je veux que ça bouge. Alors qu'en fait, on est un peu arrivé avec pas mal d'avantages, quoi. Mais complètement. Tu vois, versus quand tu dois tout construire from scratch, t'es pas là en train de te dire à quelle école je vais faire. C'est clair. C'est plus simple de dire, et moi je le vois avec mes parents, tu vois, c'est que c'est sûr que maintenant, c'est entre guillemets facile de leur dire mais voilà, vous avez cette routine, vous pouvez prendre plusieurs X, etc. Mais en même temps, ils ont fait tellement de choses, tu vois, pour que moi, mon frère et ma sœur, tu vois, on soit dans de bonnes conditions. En fait, maintenant, c'est que à nous de faire le travail, tu vois. À la limite, il te reste le plus facile à faire, quoi. Entre guillemets, bien sûr, parce que
j'ai eu au moins le socle, tu vois, c'est Ouais. t'as pas forcément d'avantage financier ou quoi que ce soit, mais en fait, t'as eu le soutien, toute la base, tu vois, le minimum pour dire, vas-y, maintenant crée ton histoire, tu vois. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça rejoint peut-être pour reboucler sur le truc de la famille que je mentionnais au début, moi le fait que mon environnement proche ce soit plutôt des gens. En fait, mes grands-parents et pas mal d'entrepreneurs, parce qu'en fait, à l'époque, sortir de la guerre, bah, en fait, il n'y avait pas de boîte. Hmm. Donc, c'est soit Ah tu oui. faisais un job, soit tu mourais de faim. Donc, c'était assez facile. Et globalement, le pays montait bien. Donc, quand tu montais un truc, ça fonctionnait. Et ensuite sont arrivés les jobs, pas encore les bullshit jobs, ça c'est notre génération, mais les jobs, beaucoup de jobs reliés à l'administration, des Ouais. grosses boîtes qui commençaient à se consolider, tu vois, typiquement dans Hmm. le secteur de la santé. Avant, il y avait un énorme écosystème de PME en France, dans la pharma, qui sont énormément regroupés pour constituer un champion qui est Sanofi. Ouais. Et 2-3 mid-size pharma, Ipsen, Pierre Fabre et Servier, qui sont en fait des groupes familiaux. Et pourquoi je te dis ça? Je me souviens plus. T'es sur l'histoire de la famille. Ok. Ouais, et de se construire un petit peu en opposition. Donc moi, en fait, ouais, mes parents étaient vraiment très averses au risque, puisque fonctionnaires. Et du coup, moi, j'ai voulu un peu m'inscrire en faux de ça, tu vois. Ouais, ok, Et je c'est comprends. pour ça que je suis un peu parti dans cette direction-là, même si à la base, Hmm. j'ai fait un peu un choix de raison de dire, je prends pharma. Parce qu'on avait plus, même avec ma soeur, des prédispositions quasi artistiques. On était intéressés par faire des jobs architectes et tout. Et en fait, nos parents nous ont confrontés avec des architectes et on voyait que les mecs, il y avait 30% de chômage et que Ouais, tu c'est faisais clair. 6 ans d'école, tu vois. Donc déjà, il y avait un mini choix de raison. Hmm. Et c'est pour ça aussi que je me suis forcé à l'époque de faire le lycée privé parce que j'avais vu ma soeur qui a fait 2 fois la première année. Moi, je voulais pas faire 2 fois la première année. Ouais. Donc je me suis mis cher pendant le lycée pour avoir la P1 du premier coup, etc. Tu vois. Donc il y a un certain. Toujours pareil, c'est des petits choix, mais en fait, quand tu te retournes, tu vois que ça fait à peu près sens. Ouais, non, c'est clair. Et donc, aversion au risque, toi, tu te dis, tu as envie de prendre des risques. Ouais, toute proportion gardée, mais ouais. Donc, tu as une petite expérience donc maintenant de consultant chez Alira. Ouais. Et il y a un moment où, de ce que je comprends, t'en as marre. Ouais, exactement. Et là vient la question de se dire, est-ce que vraiment, est-ce que déjà, qu'est-ce que je fais? Ouais. Parce que je suis en Espagne, je parle pas bien la langue. Si tu parles pas espagnol, c'est compliqué de prendre un job sur place. Je me dis, est-ce que je vais rentrer en France? Donc, tu vois, il y a des considérations personnelles qui rentrent en jeu, de langue, de boîte, est-ce que je change de secteur? Enfin, il y a pas mal de trucs qui se bousculent. Donc, je commence à regarder des trucs à droite à gauche, regarder des opportunités aux US, d'échanger avec... en fait, moi, c'est toujours pareil, hein. Quand je me pose une question, je parle avec des gens. Donc, j'en ai fait mon job, donc ça tombe bien. Mais je pense que c'est une bonne pratique. mais globalement, quand je pose une question sur un truc, j'essaie de trouver un mec qui sait. Ou qui a en tout cas un peu des billes sur un angle, et puis après j'écoute une autre personne, et puis après une autre personne, puis après je consolide. Ok. Donc qualitative research. Et donc ouais, pas mal d'échanges avec de personnes qui font d'autres trucs, une opportunité intéressante aux US en BD. Et en fait, je rencontre ma compagne à Barcelone. Ouais. Et il y a un peu un déclic qui se fait où je me dis, en fait... Et elle me pousse d'ailleurs. Ça, c'est une part importante des femmes dans ma vie parce qu'au moment de mon alternance, c'était pareil. Ok. J'avais ma copine qui m'a dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça, il faut que... Enfin, elle m'a aidé à sauter le pas, en fait, très concrètement. Et je me souviens encore du soir où je lui ai dit, voilà, je peux pas continuer ça. Elle me dit, t'as juste à le faire, en fait. Arrête de te poser des questions, tu vois. Donc ça, on y reviendra, mais le fait d'être... on n'est jamais seul quand on entreprend, t'as toujours des gens autour de toi, ta famille, tes frères, tes amis, tu vois, toujours des gens. Et donc ma compagne à Barcelone me dit mais ok, mais c'est pas grave, lance ton truc. En fait, ce qui se passait, c'est que ça faisait plusieurs mois, pour revenir au pourquoi, pour détailler un peu ce moment de déclic, de passage à l'action, on va dire. J'étais consultant, je me retrouvais, donc ça c'est le pitch de ma boîte, donc normalement je suis censé le faire à peu près correctement, donc on va voir si c'est impactant. On va dire c'était bon. J'étais consultant en stratégie, je travaillais pour des boîtes européennes ou américaines sur des sujets lancement de produits, acquisition, etc. Et en fait, les boîtes de conseil fonctionnent d'une manière un peu étrange vu de l'extérieur, c'est que c'est un ensemble de jeunes à la tête bien faite qui sortent de grande école
qui sont encadrés par des partenaires qui ont beaucoup d'expérience Ouais. et qui rassemblent des informations, soit à travers des interviews avec des experts, ou de l'acquisition de données sur les bases de données, qui mélangent en fait du quanti, du quali, avec de l'expérience en interne pour faire une proposition à un client, quoi. C'est un peu ça le pitch. Et en fait, ce qui se passait, c'est que C'est bien résumé. Je l'ai Ouais. jamais entendu de cette manière-là, j'aime bien. Ouais, c'est penser structuré, ça, penser écosystème. Et donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que sur la partie qualitative research, donc l'entretien d'experts, on avait des boîtes, en fait, on a outsourcé ça à des boîtes qui s'appellent les Expert Network, qui est une industrie dont j'avais jamais entendu parler avant. Et en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? On leur dit, j'ai besoin de parler avec des mecs de telle boîte ou qui connaissent tel marché ou comment fabriquer un vaccin en Allemagne, ou etc. Et eux, ils nous trouvent des gens avec qui échanger. Donc ils les contactent, ils les sélectionnent, et ils nous disent ok, lui il est bon sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que les boîtes n'arrivaient pas à trouver les experts qu'on voulait. Donc je me suis retrouvé à chercher les experts moi-même. Et en fait, j'avais à cette époque-là déjà un réseau qui était assez intéressant, enfin où je pense assez fourni pour un junior. Et je me retrouve à trouver des experts qui sont intéressés. 1, 2, 3, puis sur un autre projet. Là, je me dis, mais en fait, j'ai un job à côté, accessoirement, et je fais mieux que le provider. Ouais. Et je me dis, mais en fait, il y a un truc à faire là. Et donc, je commence à me renseigner. Je me dis, ok, c'est quoi cette industrie ? Donc, je passe un peu dans cette phase de recherche. Donc, je regarde sur Internet tous les articles. Qui sont les acteurs principaux ? Quelle taille ? Combien de temps ça fait que ça existe ? Je regarde un peu les parcours des mecs qui bossent là-dedans. Je fais ma petite étude de marché, en quelque sorte. Ouais. Et je me dis, bah ouais, il y a une opportunité. Il y a, en tout cas, il y a un business qui existe, qui fonctionne, qui a des clients. Donc déjà ça, le product market fit comme on dit, ou service market fit en l'occurrence, en fait il est déjà fait, donc il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ça, c'est le premier truc. Donc, juste product market fit, tu peux l'expliquer ? Ouais, bah en fait c'est un moment d'adéquation entre ce que tu as construit, donc en l'occurrence un produit ou un service, le marché, la demande du marché, et en fait l'adéquation des deux, c'est le fit. Donc c'est le moment où l'offre de ton offre de service ou l'offre de ton produit match avec vraiment un besoin du marché, et tu sens vraiment que tu as une traction, c'est-à-dire que tu as des gens qui demandent plus et que ça résonne, et qu'en fait tu as un effet d'entraînement plutôt que de batailler. C'est assez dur, ça met un peu de temps, et après il y a aussi le founder market fit, qui est donc l'adéquation entre le founder et le marché. Et moi en l'occurrence, mon job c'est de mettre en relation les gens et de trouver des experts. Et en fait c'est ce que je fais naturellement. Ouais, bien sûr. Et donc c'est pour ça que je pense que je suis capable de porter la boîte pour l'instant. Parce que c'est un truc que je me force pas à faire. Donc après, on peut revenir sur les notions d'ikigai japonais, tu sais, où tu as en gros ce que tu aimes faire, ce qui rapporte de l'argent, etc. C'est un truc qui me passionne beaucoup. Mais d'ailleurs, j'avais beaucoup travaillé avec des coachs. On en reparlera du coaching. Complètement. Mais pour définir tout ça. Et donc, du coup, pour revenir sur le pitch, côté conseil, je me retrouve confronté à ces experts network qui sont pas très bons, pour le dire clairement. J'ai la prétention de me dire que je fais mieux, ou en tout cas que je peux faire mieux. Et donc là, je commence à creuser le marché, me dire qu'il y a une potentielle création d'entreprise possible, ou en tout cas d'activité pro. En même temps, je suis pas hyper bien dans ce que je fais. Et là, je commence vraiment à rentrer dans le détail, limite à faire un petit peu le process opérationnel de comment est-ce que je contacte des gens, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc c'est là où ma partenaire me pousse à me dire ok, bah vas-y, saute le pas, quoi. Ok. Donc tout ça, tu l'as fait, là tu étais encore dans l'entreprise. Ouais, c'était les derniers mois. Ça a duré 3-4 mois. C'était une période où j'ai eu pas mal de test and learn. J'ai appelé pas mal de potes qui avaient des boîtes, qui m'ont un peu testé du coup. Qui m'ont dit ok, demain parce qu'au début tu démarres, tu sais pas trop où tu vas aller. Moi je pensais que j'allais partir avec mon ancien employeur comme premier client. Donc typiquement mes potes entrepreneurs me challengeaient pour voir si j'étais capable d'aller chercher des nouveaux clients, ou pour que ce soit pérenne en fait, tout simplement. Et ça c'était le premier point. Et donc j'ai commencé à échanger avec d'autres personnes, des amis qui étaient autour de moi. J'avais un copain qui était sales à Barcelone qui m'aidait un peu, un autre copain qui était chez Alira qui avait plus un background financier. On réfléchissait ensemble en fait. Et en fait il n'y avait pas trop d'accroche avec ces gens-là. Et ça me faisait peur de partir tout seul. Et je connaissais personne dans l'industrie, puisqu'en fait j'avais jamais travaillé dans ce truc d'expert network. Moi les mecs ils étaient en Allemagne, en Grèce, au UK, je savais pas qui c'était, quoi. Et en fait il y a un moment où je me dis ok, il faut que j'arrête.
j'en avais marre, j'arrivais plus à faire les deux, j'arrivais plus à bosser correctement. Et donc je prends mon téléphone et j'appelle mon boss et je lui dis ok, j'arrête. Ok. Simple, efficace. Ouais, c'est ça. Bah en fait, il y a pas de. Donc ouais, j'ai appelé mon partenaire à l'époque et hyper supportif. Il m'a dit écoute, je comprends tout à fait. Je pense honnêtement que je performais pas bien en plus. Donc Ouais. ça les arrangeait un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. J'avais d'autres qualités, mais qu'en tout cas, sur ce que je faisais, je pense que j'étais pas très bon. Ouais, Très ok. honnêtement, tu vois. Mais c'était clairement pas là où je performais le plus. Et donc voilà, donc du coup, chômage en Espagne, je me retrouve avec 1 mois et demi de chômage, donc situation un peu précaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas si ça sert à rien quand on entend les détails, mais en France, c'est soit tu te fais virer, soit tu quittes la société dans lequel dans lequel cas tu n'as pas d'indemnité, Ouais. soit tu trouves un accord, je sais plus Mais comment ça rupture s'appelle, conventionnelle. rupture conventionnelle. Et en Espagne, ça n'existe pas. Il faut aller devant le juge. Et en fait, Ok. c'est la boîte qui a poussé avec son avocat. Et donc, je me suis retrouvé devant le juge, à signer un papier, etc. Pour dire que c'est pas un truc un peu maquillé. C'est pour éviter que ça se passe comme en bien sûr. France, en gros, qui font ça. D'accord, ok. Et donc, ils ont vraiment fait des efforts pour que j'ai le truc. C'est ça que je veux Ok, dire. donc Ils ça, ont c'est été cool très qu'il y a supportifs. Comme Ouais. la boîte qui t'a Ouais. poussé derrière. Ouais, ça m'a permis d'avoir Ouais. une petite indemnité de rupture, un truc un peu comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Plus le chômage. Je pense que ça, pareil, c'est des choses qu'il faut pas hésiter à demander Ouais, quand tu peux, tu vois, parce qu'on a souvent l'appréhension de se dire ouais, mais soit la boîte, elle va me le refuser, et je trouve que, enfin, c'est aussi mon expérience perso, tu vois. De manière générale, on est plutôt agréablement surpris c'est vrai. quand on va demander quelque chose. C'est vrai. J'aime beaucoup. Moi, il y a une phrase que j'adore qui dit on n'obtient que ce qu'on l'on demande. Exactement. Et je trouve que bah, ouais, quand on a cette démarche, soit au pire, t'as rien. Enfin, voilà, c'est le Ouais, ou pire, t'as un non, le t'as un pire qui peut refus, t'arriver, quoi. voilà, un non. Ouais, ouais. Mais dans le meilleur des cas, tu peux obtenir quelque chose. Ouais. Donc, autant aller le demander Ouais. et tu verras bien ce qui se passe. Complètement. Et ouais, c'est en fait tout simplement, souvent, on s'interdit fait des de films, en demander. fait. Ouais. Exactement. Tu Ouais, vis dans le. Ma compagne me dit toujours, en fait, on arrête de faire de la science-fiction. Parce que c'est ça, quoi. Et en fait, C'est vrai. en venant Quand de. tu te fais des scénarios, c'est. Exactement. Et en venant de formations longues, ça revient au point du prof d'entrepreneuriat. En fait, on est très bon pour théoriser, Ouais, mais on est très c'est mauvais vrai. pour passer à l'action. Et Mhm. en fait, C'est vrai. l'entrepreneuriat, c'est que du passage à l'action. Il n'y a pas du tout de théorie. Mm. C'est vraiment les plus bourrins qui réussissent le plus. Très souvent, d'ailleurs. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Contrairement aux fables qu'on entend partout, de se dire c'est les mecs qui réfléchissent, ils ont des business plans parfaits, etc. En fait, pas du tout. C'est des énormes bourrins qui contactent tous les clients qui existent, qui vont chercher pour le mec qui veut lever des fonds, il va avoir tous les VC. En fait, c'est persistance. Qui compte J'ai le pas plus. encore monté mon entreprise, mais des podcasts effectivement que j'entends et que je consomme sur l'entrepreneuriat, Ouais. les mecs qui créent des choses, tout simplement, c'est des mecs qui vont au charbon en fait. Hein. C'est Ah ouais, faut qui mouiller s'y la mettent, qui chemise, se quoi. posent pas de questions. Enfin, bien sûr, ils se posent des questions, mais ils y vont quoi. Ils passent à l'action. Et c'est pour ça que c'est surprenant quand tu passes par une phase de réflexion hyper intense quand tu veux monter ton activité et que tu te lances et que tu vois d'autres entrepreneurs autour de toi qui sont successful en fonction de tes critères, argent, taille de boîte, nombre d'employés, peu importe. Et tu parles au mec, mais on parle de gens qui ont des boîtes qui font 20 millions, enfin des trucs assez gros, quoi. Ah ouais. Pas boulangerie du coin. Même si tu peux monter gros business, comme on l'a dit tout à l'heure Bien avec sûr. une boulangerie. En fait, le mec est débile. Et le mec a une boîte qui fait 20 plaques. Ouais. Parce qu'il est hyper bon en sales ou parce qu'il est hyper bon pour recruter des gens. Enfin, il a vraiment un super skill et il se pose pas trop de questions. Et ça, Ils foncent. c'est. Ouais. Ouais. Et typiquement, c'est aussi un profil qui peut être intéressant pour compléter un duo ou un trio quand tu montes une boîte aussi. Ouais. D'avoir quelqu'un qui soit plus. Souvent, c'est un peu le sales, on va dire, qui est comme ça, qui est plus fonceur. Je sais plus dans quel podcast j'avais vu ça. Ah bah si, je crois que c'est justement dans Diary of a CEO. Ok, ouais. Un des derniers intervenants assez récents. Ok. Il disait justement que quand il construit son business, Ouais. même pour chaque nouvelle idée, il te faut en gros il me semble que tu as le cerveau, entre guillemets, Ok, ouais. l'exécutant, le sales. Ok. Enfin, tu vois, l'exécutant, Ouais. c'est pas pareil. L'exécutant, le sales et le cœur, ce qu'il disait. Donc la personne qui va aller interagir justement avec tout le monde, tu vois, et qui va connecter les gens entre eux. Et que une fois que tu as ces quatre personnes-là, donc ça peut être certains sont bons peut-être pour être tout seul, tu vois, et qui regroupent ces quatre. Mais faut le faire.
Mais avec ces 4 personnes-là, en fait, tu peux lancer derrière n'importe quel business. Une Ouais. fois que tu as ces profils-là dans ta boîte. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, même si je vais plutôt prêcher pour ma paroisse, il faut ces skills-là. Mais alors, c'est contesté, mais t'as quand même énormément de très grosses boîtes qui ont été montées par des solo founders. Ouais. Même si la théorie, c'est que en fait, si tu regardes les chiffres, les VC te disent qu'il faut un trépied, il faut un mec technique, mais c'est parce qu'en réalité, ça les rassure pour mettre de la thune dans la boîte, parce que ça leur permet de dérisquer. Ouais. Mais les très très grosses réussites, c'est des solo founders. En tout cas, il y en a beaucoup. Non, je te dis solo founder, c'est une chose, mais je veux dire après, Oui, c'est les skills, s'entourer. tu veux dire les skills. C'est-à-dire que Ah oui, oui. ensuite, ces personnes-là, c'est pas forcément, je veux dire, faut pas que ce soit 4 fondateurs, mais c'est les 4, on va dire, piliers, tu vois, pour que la boîte lancer le avance. business. Ouais, Ok, autant pour exactement. moi. Ouais, t'as raison. Oui, parce qu'après, effectivement, tu peux les avoir en tant que salarié. Ouais, voilà, c'est ou ça. board. C'est ça. Ouais, très bon point. Très bon point. Et donc, après cette phase de déclic, pour dérouler un peu le raisonnement, il s'en est suivi une phase de 2 mois où j'étais vraiment super excité. C'est une phase de transition un peu sortie du salariat, Ouais. etc. Et je consommais énormément de contenu. Ok. Alors les gens réagissent différemment à ça. Certains vont dire moi ça me saoule ou quoi. Moi je suis hyper friand de contenu, de Ok. podcasts, d'articles, mais surtout du contenu vidéo. Ouais. Mais vraiment beaucoup. C'est entre 2 et 5 heures par jour, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Ok. En gros, dès que j'ai un moment libre, j'ai un truc qui tourne sur mon téléphone. Ok. En background, tout le temps. Ouais. Donc, typiquement tous les podcasts américains, Ouais. les Hormozy, etc. Je les ponce tous. Ça t'aide d'avoir ça constamment avec toi? Ouais, Ça fait pas trop d'informations. Tu vois, moi, des fois, c'est que il y a des périodes où j'écoute, je suis à fond dessus. Ouais, Et des fois, j'en ai. tu satures. Ouais, je sature. Mais par exemple, parce que j'ai pas encore lancé mon business, tu vois. Donc, limite, d'entendre à chaque fois des gens qui ont réussi alors que moi, je n'ai pas commencé, ça me. Ah, ça te met un peu le. ça me met la pression, tu vois. Ouais, alors moi, je le verrais un peu limite comme une béquille de soutien, tu vois. Ouais. Quand t'es tout seul. Parce que, tu sais, on dit toujours... ça, c'est un truc qui est vachement repris dans le contenu, mais on dit toujours que t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Je sentais que t'allais dire ça. Voilà, bah ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on n'entend pas trop, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment les 5 personnes qui t'entourent, c'est les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps par jour. Donc, si tu écoutes 3 heures de podcast d'Hormozy tous les jours, statistiquement, tu passes plus de temps avec lui qu'avec ton meilleur pote. Ouais, c'est vrai. Et parce qu'en fait, ça va t'influencer. Ce qui compte, c'est que c'est l'influence de ces personnes autour de toi. Et on dit les 5 personnes, en fait, c'est une question de temps, quoi. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a notamment permis de... Alors, à l'époque, j'en étais pas encore conscient, mais en fait, au début, en plus du mythe de l'idée, il y a un autre truc qu'on entend beaucoup, mais je pense que ça va te faire sourire aussi. C'est l'histoire de la motivation. Ouais, motivation versus discipline. Dire je suis pas motivé, blablabla, c'est un sujet qui revient tout le temps. Moi, avec le temps, j'étais au début, j'étais team motivation, la musique, j'étais beaucoup impacté par la musique. Je ressentais beaucoup de choses, je suis hyper émotionnel, donc du coup, quand j'écoute de la musique, c'est pour ça que je faisais de la musique, tous mes sens sont un peu décuplés, tu vois. Ok. Et donc, le contenu audio, pour moi, c'est vraiment important. Il y a vraiment un truc, et c'est que j'apprends beaucoup mieux. Je sais plus comment ça s'appelle, si c'est hyperkinésique ou je sais pas quoi. Tu sais, les manières d'apprendre. Tu sais, t'as un truc où tu préfères lire, d'autres préfèrent écouter. Moi, je préfère écouter. Et du coup, ça m'a pas mal formé et ça m'a aidé à me motiver au début. Ok. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout une question de motivation, que ce qui comptait, c'était consistency et continuer à faire un truc, même si. Continuer à faire les choses bien et de toute façon, ça va payer. Donc, c'est full discipline, quoi. Et maintenant, c'est full discipline. Et là, t'arrives à être discipliné. Ouais, honnêtement. Genre vraiment bien discipliné. Franchement. T'as eu du mal au début? Ouais, c'était dur. Ouais. C'était dur parce qu'il y a eu beaucoup de choses en même temps. Il y a eu baisse du niveau de vie. Ok. Ça, c'est le premier truc dont on parle jamais. Baisse du niveau de vie et je dirais pas dégringolade sociale, mais quasi. Ouais. Même si c'est un peu sexy d'être entrepreneur maintenant. Globalement, t'as tes potes qui ont des gros jobs parce qu'ils ont fait une belle école. Ça commence à avoir des projets d'investissement, de trucs. Tu vois, les gens commencent à se réaliser, à se développer. Toi, tu repars à zéro, tu gagnes zéro, quoi. C'est dur. Et t'as pas de chômage en plus, donc vraiment j'avais zéro. Donc socialement, et on en reparlera, mais ça m'a énormément aidé d'être à Barcelone pour me lancer. Ouais. D'être en dehors
du microcosme Il social. nous reste 16 minutes, donc on va devoir... Il nous reste 16 minutes. Ouais, 16 minutes, ça passe vite, hein. L'écosystème de Barcelone m'a beaucoup aidé, ouais. Le fait que je sois en dehors de mon cercle social parisien. Ouais. Et, parce que bon, le coût de la vie est moins cher, la qualité de la vie est meilleure. Et en fait, j'avais moins de pression sociale. Donc ça m'a aidé à passer à l'action. Ok. Et en fait, une des meilleures sensations, je te la souhaite, je pense que tu arriveras bientôt, c'est vraiment, on en parle souvent, mais c'est la première fois que tu as un client qui te fait confiance, c'est la première fois que tu reçois de l'argent pour un truc que tu as fait, quoi. Ouais. Mais c'était tout con, mais moi c'était la période de Noël, je reçois un virement parce que j'ai placé le premier expert. Et tu te dis putain, mais l'idée à la con que j'ai eue là, il y a quelques mois, en fait il y a des mecs qui sont prêts à me payer pour. Ouais. Et là tu commences à te dire, mais en fait ouais, c'est vraiment moi qui dirige et qui fait les règles. Combien de temps entre justement le moment où tu te dis ça y est, je quitte ma boîte et je me mets entre guillemets à fond sur mon projet, et le moment où tu as généré ta première vente? 3 mois. 3 mois. Ouais. Septembre j'ai arrêté, octobre j'ai démarré, novembre j'ai placé l'expert, décembre j'avais le chèque. Et c'était quoi ton focus une fois que tu te dis ok, je lance ma boîte? Justement, tu te concentres sur quoi? Est-ce que vraiment tu t'es concentré sur dire ok, je veux trouver mon expert et vendre mon truc, donc je te dis n'importe quoi, j'envoie des mails à mes clients. Est-ce que tu t'es dit ok, je vais organiser mon process, je vais faire ma stratégie, tu vois? Delivery, moi j'ai fait process de delivery. Process de delivery, donc c'est-à-dire? J'ai fait tout le process du moment où je reçois une demande au moment où j'ai l'argent qui tombe. Okay. Et moi je suis hyper focalisé process, donc j'ai tout automatisé en no-code. En tout cas, 6 mois après, j'ai commencé à apprendre le no-code et j'ai tout monté en no-code petit à petit. Mais j'ai vraiment décomposé step by step et pour essayer d'automatiser un maximum de parties et pour optimiser le reste, parce que le but c'était d'optimiser et de sectoriser. Mais tu as pensé automatisation avant de penser la vente, ou tu t'es d'abord focalisé à dire ok, il faut que je vende quelque chose en fait? Non, je l'ai pensé avant. En fait, quand j'étais encore en activité, j'ai fait le schéma du process avec les étapes et j'identifiais déjà les étapes qui pouvaient être automatisées. Okay. Et pour la petite histoire d'ailleurs, pour faire la boucle, quand j'ai démarré, en fait, j'ai interviewé une centaine de personnes, j'ai échangé avec une centaine de personnes qui étaient consommateurs de mon service. Tout ça avant de vendre? Ouais. Ok. Et tout secteur confondu. Ce qui est énorme quand même. Enfin ouais, 70, 100. Et je pense qu'il y a pas avant de vendre, en gros quand j'ai démarré, octobre. De octobre à décembre. Network. Donc là, network, t'envoies des centaines de messages, t'en as plein qui te répondent pas, t'en as plein qui te disent non. Et en fait, ça m'inspire parce que je me dis, ce qui est pour mon truc, c'est que il faut, je le fais pas assez. Je sais que c'est le genre de truc, je sais que je dois le faire. Je le fais pas assez, c'est pas naturel, mais il faut que je me fasse douleur. Ouais, et ça te met vraiment une discipline parce que du coup, t'as des calls tous les jours, tu travailles ton pitch parce que les mecs ils te demandent pourquoi on est là, quoi. C'est vrai. De quoi on parle. Et en fait, moi j'étais vraiment en recherche d'informations. Et je me suis rendu compte après que c'était un angle très bon pour vendre, et il s'est trouvé que quelqu'un m'a dit 2 jours après, en fait j'ai un projet. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Mais j'ai pas cherché à vendre. Ok, d'accord, ok. Ouais. T'as pas cherché à vendre, t'as juste c'est pour ça qu'après parlé du service et... Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant c'est bon, mais je seulement solutionné cette année à mettre en place un process de vente, parce qu'en fait je savais pas vendre. Ok, ouais. De savoir qu'est-ce que je dis, à qui je parle. Parce on parlait du networking tout à l'heure. J'ai l'impression, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, la vente, alors déjà, c'est pas quelque chose dans lequel je suis bon, parce qu'en soi, j'ai jamais vendu encore grand-chose. Hormis faire 3 vides-greniers quand j'étais petit, tu vois, avec mes parents. C'est déjà pas mal. Que pour moi, j'ai l'impression que c'est limite la compétence la plus importante. Je me dis que si tu sais vendre, dans la vie, en fait, tu n'auras jamais de problème, entre guillemets. Ouais, exactement. Et je pense que c'est le dernier truc qui sera remplacé. Ouais. Par soit du offshoring, soit de l'IA, on peut en parler, mais Et pourtant, c'est pas la première chose sur laquelle on va se dire je vais concentrer. Non, mais j'ai une idée, je vais faire autre chose, tu vois, mais je vais faire de l'automatisation, je vais réfléchir au concept, au ceci, mais je vais pas apprendre à vendre le truc. Ouais, c'est parce que aux US, c'est le premier truc auquel tu penses. Je pense que c'est 1, culturel, et 2, parce que la vente est mal perçue en France. C'est un peu le mec, le VRP des années 80, qui vient taper à ta porte avec sa petite valise et qui te harcèle un peu pour te vendre son annuaire ou je sais pas quoi. Ouais. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça la vente. En fait, c'était juste ça va peut-être faire un peu bullshit, mais c'est le fait en gros, tu parles avec... Donc déjà, moi, ça passe par le networking. C'est le fait d'échanger avec des gens en qui je suis vraiment intéressé et de parler avec eux.
et en fait de comprendre leurs problèmes. Et en fait, tu te rends compte que le mec, il a un problème, toi, tu as une solution, salut, ça s'appelle une vente. Tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu vends. Okay. Et d'ailleurs, si on fait de la boucle avec le milieu du conseil, les partenaires qui vendent beaucoup, c'est des gens qui, en fait, sont capables de créer une relation avec leurs clients, de parler avec ce client-là, et en fait, au fur et à mesure des échanges qu'ils ont, de tout de suite faire le lien et connecter les points, connect the dots, là, entre eux. Il m'a dit qu'il y avait un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. Hop, je réfléchis, moi je peux proposer ça. Ouais, complètement. Et voilà, c'est problème-solution, et t'as fait une vente. Quoi. Tu dis, nous on sait faire ça, chez vous il y a ça, tac. Exactement. Ouais. On peut vous aider, en fait. Exactement. Après, vous prenez pas. Exactement, ouais. Et tout ça, ça finit avec le temps, le fait de dire, ok, c'est client pour moi, c'est pas client pour moi. Mais... Ok. Non, c'est clair. Et ok, donc là, tu as ta boîte. Ça fait 2 ans et demi que tu as lancé ta boîte, un peu plus. Ouais. Sur ton parcours, c'est quoi tes ambitions pour ta boîte ? Est-ce que tu as des ambitions de chiffres, de croissance, de personnel même, de mode de vie ? Ouais. Ça m'a pris pas mal de temps et en fait ça évolue. La manière dont ça s'est passé, c'est que grossièrement la première année j'étais en équivalent freelance. Ouais. J'avais un stagiaire pour m'aider, donc c'était encore un peu balbutiant. Deuxième année, j'ai vraiment créé l'entité juridique. Et donc ça a commencé un peu à se structurer, j'étais un petit peu plus de gens, un petit peu plus de clients, bon voilà, système un peu plus au point. Et là, cette année, pour la troisième année, on va dire, les briques, les bases sont solides et on peut commencer à réfléchir à un petit peu plus long terme. Et tu verras que quand tu parles aux entrepreneurs, tu peux juger leur degré de maturité à leur horizon de temps. Ouais. De la manière dont ils parlent. Et s'ils te disent la semaine prochaine je fais ça, en fait ils sont à la semaine. Alors que les mecs qui ont des visions, tu vois, ils te disent ok, moi dans 6 mois je fais ça, dans 2 ans je fais ça, dans 5 ans je fais ça, dans 10 ans je fais ça. Et avec le temps je m'aperçois vraiment que maintenant j'ai une vision en trimestre ou en 6 mois, pas encore à l'année, tu vois. Donc le développement, l'objectif de cette année pour nous c'est de doubler l'équipe. Aujourd'hui on est 5. De doubler le nombre de clients, diversifier un peu les clients, d'avoir plus de géographie, etc., d'avoir plus d'experts dans notre réseau et de s'aligner sur, de complémenter ce qu'on fait aussi, de déployer un peu plus de marketing, de création de contenu, etc. Mais l'ambition, il y a une ambition de chiffre d'affaires, mais en fait, nous, très clairement, on a une dizaine d'objectifs que je revois tous les mois avec l'équipe en interne, tous les trimestres avec le board. C'est des objectifs chiffre d'affaires, marge, qualité des entretiens, nombre de personnes dans l'équipe. Tu vois, il y a un peu de tout. Et récemment, là justement, ça va faire partie des trucs qu'il faut que j'intègre. Ce que je veux, c'est intégrer des KPI de, entre guillemets, bien-être, de choses qui sont importantes pour moi. Parce que je suis seul shareholder de la boîte, j'ai pas d'investisseur, je compte pas avoir d'investisseur pour l'instant, en tout cas, dans les prochaines années. Et donc, je fais ce que je veux, quoi. Il faut pas s'oublier en chemin. Et le fait d'être solo founder, il faut aussi savoir s'écouter et pas trop tirer sur la corde. Et donc, pardon, je t'interromps, mais on n'a pas parlé de chiffres du coup. En 2 ans et demi, donc là, tu es arrivé à quel stade, on va dire, si bien sûr c'est pas indiscret, s'il y a des. En termes de chiffre d'affaires, par exemple, tu vois. Tu peux me dire 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres même. Ça peut être large comme précis, c'est vraiment. La première année, ce qui a permis de valider un peu le fait que ça fonctionne en tant que business, on a fait un peu moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Donc ça permet de voir que tu commences à avoir une traction, etc. Et tu te dis, ok, avec ça, je peux monter une boîte. En termes d'équipe, sur ça, t'étais à... J'étais seul avec un stagiaire ou deux. Grossièrement, on était entre 2 et 3, quoi. D'accord. Donc là, j'ai appris à bien gérer parce que en fait, je me suis retrouvé avec des bases de coûts assez importantes versus ce qu'on avait. Et ensuite, en deuxième année, on est passé vraiment à 6 chiffres. Et nous, notre business, on a une marge qui est assez forte. En fait, notre coût principal, c'est le coût de l'expert. Après, c'est nos coûts internes, nos coûts de structure. Et donc, on tourne à 30% d'EBITDA à peu près. Ok, d'accord. 70% de grosse margin, 30% d'EBITDA. Ok, d'accord. C'est des business qui génèrent pas mal de cash, mais en fait, on est en success, donc c'est très compliqué On n'a pas de récurrent. C'est des business qui sont durs à valoriser pour des investisseurs, notamment. Mais donc, en termes d'objectifs, objectif perso... moi en fait la réussite c'est déjà de me dire que tu vois cette espèce d'idée un peu à la con que j'avais quand j'étais employé, en fait j'en vis
Donc déjà, Ouais, tu vois, donc, c'est une victoire. Enfin, tous les mois, je me paye un salaire, je crée un petit capital auprès de la société. J'ai une équipe, tu vois, qui fonctionne, j'ai les clients qui sont contents. Donc en On va fait, se le dire, déjà... ce qui est clairement une belle réussite. Non, Enfin, mais tu vois, c'est ça. Donc après, ouais, ok, oui, j'aimerais bien avoir un truc gros, Ouais. ou plus gros. Mais je veux pas un truc trop gros non plus, tu vois. Moi, je vois bien une équipe de 10 personnes, par exemple. Ok. Très spécialisée, très nichée, fonctionnement boutique. hmm. Des gens qui sont très bien formés, très reconnus dans le domaine. Je n'ai pas du tout envie de monter un... Moi, je suis plutôt artisan, qualité, Ok. que volume. Ok. C'est depuis toujours. Donc ouais, l'objectif, c'est de continuer ça. C'est de continuer à croître petit à petit et de pas trop se mettre la pression non plus, quoi. Parce que... Ouais. Même si je me la mets déjà beaucoup, mais de continuer pas à pas et de monter un truc qui soit un peu plus gros. Mais aujourd'hui, on a déjà... Moi, je suis très content de la taille qu'on a. Ouais. Et petit à petit, ouais, moi, ce que je veux, c'est doubler à la fin de l'année. Si on y arrive, ce sera déjà extraordinaire, quoi. Ok. Ouais. C'est pas difficile, parce que justement, tu m'as dit, t'écoutes beaucoup de podcasts Ouais. sur l'entrepreneuriat. T'écoutes généralement quand tu prends ces mecs-là dans les podcasts, les mecs, ils ont fait des millions, tu vois, Ouais. assez souvent, on va dire. Ouais, ça parle tout de suite en millions, quoi. Ouais, ça parle tout de En suite en dizaines, millions. en centaines. Voilà. même. Le C'est- gars qui a fait 50 000 chiffre d'affaires, généralement, tu l'entends pas beaucoup. Ouais, exactement. Euh, ou alors tu l'entends seulement une fois qu'il a réussi à faire justement Ouais. ses millions ou plusieurs dizaines de millions. Ouais. C'est pas dur parce que tu vois, on en revenait à. Lorsqu'on a parlé de l'environnement, tu redémarres à zéro, tu as tes potes qui peut-être achètent des apparts à Paris ou n'importe. Ouais. Donc il y a un décalage. Et là, quand tu regardes l'extérieur, tu vois, je sais pas, justement, ces entrepreneurs qui font des millions, c'est pas des fois difficile de te dire, ah tiens, moi je suis entre guillemets que à ce chiffre d'affaires-là. Si, ouais, complètement. Si, moi ça m'a pas mal, a posteriori, ça m'a pas mal impacté négativement, je pense. Et c'est ma compagne qui m'a pas mal remis sur le droit chemin là-dessus. Ouais. Et moi je regarde beaucoup, j'essaie de trouver beaucoup d'infos sur les boîtes. Typiquement, j'utilise beaucoup Papers en France, qui est référence aux documents administratifs des sociétés, et donc qui permet d'avoir accès à pas mal de chiffres d'affaires de boîtes. Donc ça permet de te comparer. Si demain tu veux lancer un business ou autre, tu regardes les personnes qui sont donc tes potentiels concurrents, par exemple, et de voir où ils en sont en termes de chiffres, ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent concrètement. Ouais, exactement. Et même de regarder, tu vois, tu peux être impressionné par une boîte ou un truc, tu regardes, en fait, le PNL, il est nul à chier, quoi. Ouais. Il y en a plein, à commencer par les startups, tu vois. Les startups, c'est l'inverse de la réalité, tu vois, c'est des gros chiffres, des gros montants, en fait, c'est des levées. Les fondeurs, ils ont plus aucun pourcentage. Les boîtes, elles font que de cramer de l'argent, il y en a très peu en France qui sont rentables. Et moi, le but, c'est d'aller complètement à l'opposé, d'avoir une boîte qui est profitable depuis le premier jour, dans laquelle j'ai mis 1 000 € et qui devient une boîte qui est pérenne et qui est rentable. Ce qui est pas mal. Ouais. Mais bon, pour ça, t'es passé par pas mal d'étapes, pas mal de galères et de succès aussi, j'imagine. Ouais. Puis l'avenir est prometteur, honnêtement. L'avenir est prometteur, ouais. Ouais, je pense. Ok. Je pense. Et pendant, je me dis, c'est pas toujours facile de se dire, ok, parce que tu t'es quand même dit, ok, je suis tout seul, je vais aller parler à des partenaires, des managing partners, des cabinets de conseil, il y a quand même un truc. Enfin, tu vois, c'est un peu débile. Entre guillemets de la haute société. Ah oui. Tu vois, je veux dire, des personnes qui brassent beaucoup de cash, qui ont une certaine notoriété, c'est plus ça que je veux dire plutôt que haute société, qui ont une certaine notoriété. Et tu te dis, ok, et je vais aller concurrencer des grosses boîtes, parce que les prestataires de services qui sont tes concurrents sont des très grosses boîtes, qui font beaucoup de volume. Tu te dis, ok, bah moi tout ça, je peux faire mieux qu'eux, quoi. Ouais, bah il y a une part égocentrique, hein, c'est clair. Ouais. Mais c'est un truc que j'aime. Du coup, j'aime bien. Je trouve que franchement, c'est vraiment une qualité. Ouais. Mais c'est le côté audace, parce que des fois, on se limite pour faire certaines choses. C'est vrai. Et juste par ego, si on arrive à le faire, en fait, ça permet de te lancer, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, tu vois. Non, c'est clair. Ouais. Il nous reste 2 minutes. Okay. Le temps passe archi vite. Je pense qu'on aurait pu encore parler de plein d'autres choses. Je vais, pour être sûr qu'on puisse répondre à ces questions, est-ce que tu aurais 2 personnes que tu aimerais voir dans ce podcast, et avec 2 profils différents? Je dirais une personne un peu la personne bankable, typiquement un style du Alex Hormozy, tu vois. Si tu as son contact, n'hésite pas à le partager. Et sinon, non, je veux dire quelqu'un qui peut-être est
moins super connu, mais voilà, quelqu'un avec qui tu discutes, t'apprécies discuter entrepreneuriat avec lui. Ouais. Justement, ça pourrait être hyper intéressant de discuter. Santé ou pas? Peu importe. Peu importe. Les deux. Allez, si t'as un santé, un pas santé. Ok, parfait. Moi, j'ai un très bon pote de mon époque de Servier qui est pharma ingénieur, donc Ouais. un background complémentaire, Xavier Marcel Fourier. Celui qui a sa biotech à Lille? Ouais, exactement. Ouais. Hyper intéressant. Il est solo founder aussi. Ok. Il a choisi de se mettre en dehors de Paris. Il a une biotech plus une health tech. Ok. Hyper intéressant, vraiment. Il est patient, il est sur une pathologie qui est sous-investie, donc très intéressant, vision très intéressante. Ouais. Et deuxième, c'est 2 entrepreneurs avec qui j'échange à Barcelone. Peut-être un, Mathieu Picard, qui a monté un SaaS, Ok. Software as a Service, un développeur. Ça m'intéresserait beaucoup. Ouais, qui est un peu fou, mais qui est génial en même Excellent. temps. Qui a monté son software et qui pilote tout depuis Barcelone. Il m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup poussé au début à me lancer, etc. En fait, ça m'a permis aussi de réaliser qu'il y avait d'autres manières d'entreprendre, Mhm. qu'on pouvait entreprendre en remote, qu'on pouvait lancer son propre truc, qu'on Ouais. pouvait ne pas faire de levée de fonds et avoir une boîte qui fonctionne. Ok. Donc un peu casser des tabous, donc sur des sujets assez intéressants, tout en étant expatrié. Ok, d'accord. Bah, Ouais. carrément, franchement. Tu me les as bien vendus, j'ai envie de discuter avec eux. C'est le côté Bidi, ça. Ouais. Bah, top, en tout cas, bah, merci beaucoup, Alexis, Merci, Zeriam. d'avoir accepté cette invitation. Comme j'ai dit, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu Ouais. aborder. On aura peut-être l'occasion de les réaborder. Avec plaisir. On ne sait pas, dans un autre épisode. Et j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est quelque chose qui pourra être vraiment super pour donner de la force à ce podcast et de la voix. Et si ça vous a parlé, si vous avez aimé, si vous êtes entrepreneur, que vous pensez que vous avez une expérience à partager, écoutez, contactez-moi et je serai ravi de vous accueillir